Donc, on a décidé de vous présenter ces repères-là des communautés de recherche Philo-Théo parce qu'il y a déjà des expériences qui se font en catéchèse avec ces repères-là. Donc, on trouvait ça pertinent, puis certains ont une certaine expérience dans le sujet. Alors, avant de vous présenter précisément ce qu'est une communauté de recherche, je vais vous parler quelques minutes de la philo en général avec les enfants parce que ça va vous situer quel rapport avec la théologie, pardon, quel rapport avec la catéchèse, ça sera plus facile pour vous de situer. Donc, la philo avec les enfants, ça s'appelle la philo avec les enfants, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, au Québec, la philo avec les enfants se vit aussi avec des adultes. Vous voyez, il y a déjà un lien avec la catéchèse qu'on essaye d'axer de plus en plus aussi, de faire vivre avec des adultes, mais avec la philo, c'est la même chose. C'est parti plutôt des enfants, mais ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau des adultes. Alors, tout comme en catéchèse, la pratique de la philo avec les personnes ne consiste pas à transmettre un contenu philosophique des grands penseurs comme Socrate, Platon, etc. Mais l'idée, donc le but de la pratique, c'est d'apprendre à philosopher. Et donc, c'est quoi ça, philosopher? C'est apprendre à se poser des questions de sens, des questions importantes, des questions pour lesquelles les personnes ont de l'élan, avec courage. Pourquoi on dit avec courage? Parce que ça prend du courage de se poser des questions importantes et des questions de sens. Le fondateur Mathieu Lippmann de la philo avec les enfants nous dit carrément que ça prend du courage de faire face à des adultes qui semblent maîtriser le monde. Alors, c'est ça. Ça, c'est le but ultime, c'est ça. Il y a des questions de sens et on se les pose avec courage. Ensuite, les personnes qui pratiquent la philo s'engagent à dialoguer ensemble. Et là, on commence à avoir des liens avec la catéchèse. Elles s'engagent à dialoguer sur ces questions-là ensemble. Et on va voir après en quoi ça consiste. Et ce dialogue sert, l'idée, c'est pas de faire de la philo en bocal ou de la théologie en bocal, mais c'est de voir comment ces questions peuvent avoir un impact sur nos vies concrètes. D'accord? C'est pas un exercice théorique. Alors, il existe une fondation qui s'appelle SEV, il y en a peut-être qui la connaissent. SEV, c'est l'acronyme de Savoir-être et Vivre Ensemble. C'est une fondation, donc c'est un organisme qui a été fondé par Frédéric Lenoir, qui est très connu pour ses prises de parole, ses écrits en spiritualité. Pourquoi j'en parle? Parce que regardez le nom de l'organisation, Savoir-être et Vivre Ensemble. C'est pas devenir des philosophes, devenir des théologiens, c'est apprendre à être et à vivre ensemble. Donc, ça dit tout de la finalité de la philo avec les enfants. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est vraiment une expérience de vie. Je vous explique ce qu'est une communauté de recherche. On en parle depuis le début. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent autour d'une question qu'ils jugent importante, qu'ils choisissent eux-mêmes à partir d'un déclencheur. Ça, on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse. Et donc, l'idée, c'est de se mettre en recherche par rapport à cette question. Alors, question philosophique, mais aussi question théologique. Il faut savoir que il y a de plus en plus de communautés de recherche théologique qui s'inspirent de la pratique de la philo avec les personnes et au lieu d'aborder la question du point de vue philosophique, l'abordent du point de vue théologique. Un peu comme s'ils étaient au tout début de leur découverte de la foi chrétienne, de la foi, et qui se disent, coudon, quel sens ça a? Comme s'ils étaient les tout premiers chrétiens à se dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et se poser vraiment des questions comme, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple du Christ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est comme si on reprenait le raisonnement dès le début. Alors, de plus en plus, ce mouvement prend de l'ampleur dans différents pays du monde, donc la théologie avec les personnes. Il faut savoir aussi, je trouve ça super important, la philo avec les enfants est reconnue comme un outil pour la paix par l'UNESCO. Parce que pour eux, c'est vraiment un outil qui apprend à écouter l'autre, entendre son point de vue et utiliser des mots plutôt que des points pour faire valoir ce qui est important. Donc,
pour eux, c'est un outil vraiment à développer parce qu'on apprend vraiment à dialoguer dans la paix. Alors, avec tous les enjeux d'aujourd'hui, c'est très pertinent. Donc, c'est un dialogue, je vous en ai parlé, voilà pourquoi on a choisi ces repères-là, parce que qui dit dialogue, dit prise de parole, et qui dit prise de parole, dit écoute. Donc, écoutez activement. Ils nomment que c'est un dialogue sans gagnant ni perdant, parce que ce n'est pas un débat, ce n'est pas une juxtaposition d'idées, c'est vraiment un dialogue où je pourrais même, grâce aux échanges, me déplacer par rapport à quelque chose. Donc, il y a vraiment un accompagnement mutuel. Et je termine, avant de commencer les repères proprement dits, ça j'irai après, dans la philo avec les enfants, et je pense qu'on pourrait le dire exactement de la catéchèse aussi, la façon de dialoguer est tout aussi importante que le contenu de ce qui est discuté. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter des repères qui vont favoriser un dialogue où on s'écoute vraiment, un dialogue où on clarifie nos idées aussi pour être bien compris par les autres. Mais avant, je terminerai par le petit encart que vous voyez en bas, méditation. Grâce à Frédéric Lenoir, l'aspect méditation a été ajouté à la pratique de la philo pour enfants parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut entrer en dialogue que si on est apaisé. Donc, il y a toute une partie de méditation qui se fait avant d'entrer en dialogue pour être plus apaisé intérieurement et donc plus en paix avec l'autre aussi. Alors, je vous passe à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui favorise? Donc, on a parlé que ça prenait des repères pour favoriser un dialogue. Alors, le premier repère qui a favorisé, c'est favoriser la formation d'une communauté. Et qu'est-ce qui montre? Quels sont les signes qui montrent qu'on est en train de former une communauté? Alors, c'est très concret. Ça commence par des choses très concrètes. La première chose, le premier signe, c'est qu'on est assis en cercle. On n'est pas assis en rang d'autobus. On est tous assis, on est tous à la même hauteur. Et si on est en Zoom, on se met en galerie pour être tous au même niveau, y compris l'animateur. Et là, j'en viens déjà à mon deuxième repère. Il y a un animateur au début, mais ce qui est visé dans une communauté de recherche philothéo, c'est qu'au fur et à mesure, l'animation devient la responsabilité de tout le monde. Donc, progressivement, comme on connaît tous les repères et le fonctionnement, on est tous responsables de l'animation. Donc, un animateur au début pour aller vers une auto-animation progressive du groupe. Favoriser la communauté, on se passe la parole. C'est mon troisième repère. Ce n'est pas l'animateur qui donne la parole. On se passe la parole entre participants. Alors, peut-être qu'au début, on est un peu gêné parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais ça se fait très bien avec des personnes. Au fur et à mesure, on leur rappelle, on leur dit donnez-vous la parole entre vous, du moment qu'on fait un geste qui montre qu'on veut prendre la parole. Ce qui favorise aussi la communauté, c'est de choisir ensemble la question. J'en ai parlé tout à l'heure, une question qui donne de l'élan. Et là, il y a déjà une écoute qui se fait parce que peut-être que ce n'est pas ma question à moi qui va être choisie, mais peut-être que c'est la question d'un autre qui semble rallier l'ensemble du groupe. D'accord ? Et toujours dans ce premier bloc, et ça me permet de vous situer les blocs que vous aurez à observer tout à l'heure, à la fin d'une communauté de recherche philothéo, on évalue notre qualité de dialogue. Donc, à la fin, on prend le temps de regarder comment on a réussi à bien dialoguer et pourquoi. Donc, ça fait partie de cette pratique. Deuxième bloc, deuxième chose à favoriser, c'est la fameuse écoute active ou s'écouter activement. Et là, je vais nommer des choses, des signes qu'on s'écoute activement. Le premier, c'est quand je suis capable de reformuler la pensée de quelqu'un. Donc, si j'arrive à reformuler ce que l'autre a dit, c'est que je l'écoute vraiment. Si je questionne la personne qui parle, je lui demande de clarifier, d'approfondir son propos, ça veut dire que je l'écoute activement. Troisième chose, si je construis sur le propos de quelqu'un, donc je vous ai dit tantôt, ce n'est pas une juxtaposition de propos, mais c'est vraiment une recherche commune. Donc on a une question théologique de départ et on cherche ensemble en construisant sur les propos les uns des autres. Un autre signe que l'on s'écoute activement et que vous aurez à observer, c'est est-ce qu'on se laisse finir
finir nos interventions. Ça peut paraître très basique, mais ça fait partie des critères, c'est de laisser chacun finir son intervention. Et enfin, toujours dans ce bloc 2, porter attention au langage non verbal de quelqu'un et en tenir compte. Donc, peut-être que dans la communauté, quelqu'un va avoir une attitude corporelle qui nous parle, qui nous dit quelque chose, et c'est important d'en tenir compte. Troisième chose à favoriser, c'est la collaboration. Je vais les nommer, ça coule de sens. Collaborer. Si je demande de l'aide et si on répond à ma demande d'aide, ça veut dire qu'on est en train de favoriser une collaboration. Et donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de s'écouter. Okay, on construit sur le propos de l'autre, je l'ai déjà dit tantôt. Et enfin, toujours dans cette même bloc de collaborer, on fait des liens entre les idées, on apporte un nouvel élément, une nouvelle question en lien avec ce qui a déjà été dit précédemment. Donc, on en est au 4e bloc. Et comme ça vous explique déjà l'exercice suivant. Ça ira plus vite pour expliquer l'exercice. 4e bloc, signe que l'on s'écoute vraiment et qu'on forme une communauté qui dialogue. C'est pour être bien compris par l'autre, j'ai à développer quelques aptitudes personnelles, c'est-à-dire de parler de manière précise, être capable de reformuler mon propos, d'expliquer mon propos, de dire pourquoi j'explique une telle pensée. Je peux tranquillement développer ma capacité à donner des exemples, à nommer des conséquences et à faire des liens avec mon expérience personnelle. Donc, tout ce bloc me permet donc d'être dans une meilleure compréhension de ce que j'ai à dire pour être mieux entendue par les autres. Donc, il y a toujours l'écoute là-dedans. Les 2 derniers points que je vous montre, c'est juste pour vous dire qu'avant une pratique de philo ou de théo, il y a toujours un moment de silence pour que chaque personne individuellement puisse se situer personnellement par rapport à la question. Donc, avant d'entrer en dialogue, je prends quelques secondes pour me faire, moi, j'allais dire une tête ou un cœur par rapport à la question. Et puis, à la fin, je vais voir comment ça s'est déplacé. Avant-dernier bloc, comment je favorise l'inclusion, et toujours dans un souci d'écoute et de dialogue. Offrir, par exemple, la parole à une personne qui n'a pas encore parlé ou à des personnes aux voix timides. On en est très conscient, c'est un des défis en catéchèse. Donc, on est tous responsables de veiller à ça, d'accord ? Ce qu'on fait aussi dans l'inclusion, c'est qu'on reprend des idées qui ont peut-être été oubliées ou mises de côté, ou des pensées. On refuse de prendre la parole parce qu'on juge qu'on a beaucoup parlé. On encourage les idées des autres et on n'écarte pas les pistes qui ont l'air complètement inattendues parce que c'est peut-être là que ça va être riche. Et je termine avec le dernier bloc qui est s'ouvrir au changement d'idées et au doute. Dans une pratique de la philo ou de la théologie avec les personnes, on favorise qu'on peut changer d'idée ou de façon de voir. On peut, et là je suis désolée, mon ordinateur, voilà. On peut exprimer un besoin de chercher encore, c'est-à-dire à la fin on se dit, ben non, moi c'est pas encore tout à fait clair, j'aurai encore besoin que le dialogue s'approfondisse. On favorise l'accueil d'incertitude ou d'inconfort par rapport à une question. Et enfin, on a une attitude capable de lâcher prise sur nos certitudes. Alors voilà.